Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RTI1. Voici les titres du 20h de ce dimanche. La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a achevé sa visite d'amitié et de travail de 72 heures aujourd'hui à Grand-Bassam. Avant son départ pour le Nigeria, la gouverneure du Canada a rencontré Sa Majesté Amontanoé, roi de Nzima Kotoko. Elle a souhaité une entente cordiale entre les filles et fils de Grand-Bassam. À Bouna, dans la région du Bonkani, se déroulent les obsèques du roi Guro Koranu II. Plusieurs personnalités, dont le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont fait le déplacement pour exprimer la compassion du gouvernement au royaume. Les obsèques se poursuivent jusqu'au 2 novembre. Le vendredi 19 octobre dernier, Franck Hachi, enseignant à Bono, a trouvé la mort suite à une agression par deux individus qui voulaient le déposséder de son téléphone portable. 5 jours après le drame, les éléments de la préfecture de police de Yamoussoukro ont mis la main sur les présumés assassins âgés de 15 et 18 ans. Les Brésiliens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leur président de la République. Pour ce second tour, ils sont appelés à trancher entre l'extrême droite et la gauche. Après 3 semaines de campagne mouvementée, le candidat d'extrême droite reste le grand favori. Soyez les bienvenus sur RTI1. Commençons tout de suite par ces images du départ d'Abidjan du président de la République, Alassane Ouattara, ce dimanche. Le chef de l'État se rend à Berlin, en Allemagne, à l'invitation de la chancelière Angela Merkel pour prendre part à la conférence sur le partenariat du G20 avec l'Afrique. La cérémonie d'ouverture de la conférence économique du G20 Afrique, prévue mardi, est axée sur l'accroissement des investissements en Afrique, le développement des infrastructures, la création d'emplois et la gestion des flux migratoires. Par ailleurs, le président ivoirien aura des entretiens avec ses homologues et des hommes d'affaires allemands de l'Allemagne. Il se rendra en France où il participera aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. Elle a aussi quitté Abidjan ce dimanche. Il s'agit de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Elle a achevé donc sa visite d'amitié de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. La gouverneure du Canada s'est envolée pour le Nigeria, 3e étape de sa tournée africaine, entamée au Burkina Faso, je rappelle, le 24 octobre dernier. Et le séjour de Julie Payette à Abidjan avait pour objectif le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Elle a eu plusieurs activités, notamment avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette visite d'amitié et de travail effectuée par la gouverneure générale du Canada s'est achevée donc ce dimanche, mais à Grand-Bassam. Avant son départ pour le Nigeria, la gouverneure du Canada a rencontré Sa Majesté Amontanoé, roi de Nzima Kotoko, à la cour royale. La gouverneure du Canada, Julie Payette, souhaite une entente cordiale entre les filles et fils de Grand-Bassam. Viviane Aimé. C'est dans la pure tradition de la cour royale d'Nzima Kotoko de Grand-Bassam que s'est déroulée la visite de la gouverneure générale du Canada, la très honorable Julie Payette, au roi Nana Amontanoé. Accueillie au son du tam-tam parleur et des grelots, elle était accompagnée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs fils de Grand-Bassam. La cour royale de Grand-Bassam s'est sentie grandement honorée par cette visite de la gouverneure générale du Canada. Après les civilités d'usage, la très honorable Julie Payette a été élevée par le roi au rang de reine-mère du royaume de Grand-Bassam, avec comme nom Akassi. Elle a aussi eu droit à une présentation expliquée de l'Abissa, qui est l'événement central du patrimoine culturel ancestral d'Nzima Kotoko. En retour, et comme pour souligner l'attachement du peuple canadien à ses valeurs culturelles ancestrales, malgré son haut niveau de développement, la gouverneure générale du Canada a offert, au nom de son pays, au roi Nana Amontanoé, un objet symbole de la tradition ancestrale du Canada. De garder les traditions, les coutumes, les valeurs, la culture, la langue, qui date de plusieurs millénaires, est absolument essentiel en ce monde où tout va tellement vite. Car cela nous garde et cela nous donne un équilibre et nous permet de savoir qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Votre Majesté, j'apporte les salutations de la délégation canadienne qui est avec moi, ainsi que celle du peuple canadien.
J'apporte aussi notre gratitude et nos remerciements pour nous avoir accueillis avec autant de chaleur, cette chaleur ivoirienne qui est sans pareil. Et nous apportons, en témoignage de notre amitié et de nos remerciements, un bâton de parole. Culture autochtone, ce bâton de parole est utilisé par la personne qui veut parler. Et dans ces sociétés très collégiales où chacun peut s'exprimer, ce bâton donne la parole à quelqu'un et les autres doivent écouter. Et je crois que ça pourrait servir peut-être, même dans vos délibérations, dans vos discussions et dans vos conversations. Invitée par la suite à signer le livre d'or de la Cour royale, la très honorable Julie Payette a inscrit ces mots « réconciliation et entente cordiale ». Des mots lourds de sens qui se veulent un appel du cœur de la part du Canada au peuple ivoirien. Et avant Grand Bassam, la gouverneure générale du Canada était à Abidjan et à Yamoussoukro. Dans la capitale politique ivoirienne, Julie Payette, également ancienne astronaute, a partagé son expérience avec les étudiants de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le reportage d'Herman Guivet depuis Yamoussoukro. Une salle de conférence de l'INPHB archi-comble. L'orateur très attendu du jour, Madame la gouverneure générale du Canada, la très honorable Julie Payette. Des milliers d'étudiants venus de plusieurs écoles de l'INPHB écouter, échanger avec la deuxième femme canadienne à avoir effectué un voyage dans l'espace. La direction de l'INPHB, elle, multiplie les perspectives de collaboration avec les universités canadiennes. Un projet de partenariat en cours avec l'Université d'Ottawa. Dans ce cadre, une forte délégation de cette université conduite par son recteur sera accueillie sur ce campus le 26 novembre 2018. Mesdames et messieurs, grâce à ces partenariats, l'INPHB espère pouvoir contribuer à développer les talents des jeunes en vue d'offrir à la région africaine des cadres compétents. Des échanges qui assurément seront plus que bénéfiques pour les étudiants qui ont effectué massivement le déplacement. Madame le gouverneur général, les échanges qui auront lieu constituent une occasion offerte à ces jeunes pour s'imprégner de votre expérience et pour comprendre que la passion et l'audace sont des clés essentielles pour le succès. La jeunesse sera un levier du développement que si elle a la chance de s'inspirer des modèles comme vous, ce soir ici, dans cette salle, c'est une opportunité unique que vous lui offrez. Merci beaucoup, Madame le gouverneur général, de nous donner cette occasion. Un véritable cours d'astronomie en version réduite pour rappeler les objectifs communs et les actions engagées par la recherche spatiale pour la bonne santé de la planète Terre. Des enseignements plus qu'enrichissants. Séance de questions-réponses avec l'orateur du jour, puis est venue l'heure de la séparation. Il y a 3 choses qui nous font vraiment peur dans une station spatiale. Un feu, l'air qui s'enfuit ou la menace d'une explosion avec des choses toxiques. Tout le reste, ça gère. Merci à tous. Bonne chance dans vos études. Au revoir. À la magie de l'image, nous continuons notre voyage direction Bouna dans la région du Bunkani où se déroulent les obsèques du roi Garakoroni II. Plusieurs personnalités dont le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont fait le déplacement pour soutenir la famille du défunt roi et exprimer surtout la compassion du gouvernement ivoirien au royaume. Jeune Atoubé, Abiba Dambélé Saoué pour le reportage. Les obsèques de Sa Majesté Garakoroni II, 30e roi du Bunkani, ont lieu depuis samedi. Les condoléances se poursuivent encore ce dimanche, qui a vu la participation du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, venus apporter le soutien et la compassion du président Alassane Ouattara et du gouvernement. Le président de la République qui nous a envoyé, vous voyez, avec le premier ministre. Le ministre des Affaires présidentielles était déjà arrivé ici. Il a souhaité qu'on puisse le représenter à ces cérémonies-là qui sont vraiment importantes. Il a demandé à l'ensemble des membres du gouvernement ici présents d'être avec la population de Bukanani, leur exprimer à la fois la suite des condoléances en ce qui concerne donc le roi qui s'est couché et aussi être avec vous là pour la cérémonie qui va avoir lieu tout à l'heure pour le nouveau roi et dire que cette région lui tient beaucoup à cœur et que réellement ça doit être un élément, un pôle de développement. Une forte délégation
des rois et chefs traditionnels, conduite par la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, est présente à Bouna. Parmi ces têtes couronnées, le roi d'Hébron, les chefs de canton de Gagnoa, les rois du Sangui, les rois de Bonoa et d'Adiaké. Les peuples alliés des Koulango ont également marqué leur présence avec des chants et des danses pour rendre hommage au roi Djarakoroni II qui laisse son peuple dans la tristesse et le désarroi. Pour rappel, sachez que Sa Majesté Djarakoroni II a été intronisé le 8 novembre 2009. Et le compte rendu de notre envoyé spécial Eugène Atoubé dans la région vous sera proposé dans nos prochaines éditions. La direction des enquêtes douanières vient d'organiser sur place ici à Abidjan une journée de la qualité en direction de ses agents. C'est un chantier majeur dont l'objectif est de mettre en place une administration moderne, efficace au service de l'État. L'enjeu est d'améliorer la modification des recettes budgétaires, comme nous l'explique l'enseignant Bakayoko. Les outils de travail et les instruments de mesure de la qualité. Ce sont là quelques modules de cette deuxième formation, une formation pour accroître la performance de la direction des enquêtes douanières. L'objectif poursuivi est de satisfaire en amélioration continue les besoins et attentes de ceux-ci, puis de garantir l'efficacité du système de management en vue de hisser la direction générale des douanes au rang d'administration de référence en Côte d'Ivoire et dans le monde. Cette efficacité devrait se traduire notamment par la célérité, l'équité, la transparence dans le traitement des dossiers, la clarté et la simplification des procédures qui doivent être mieux connues des usagers. Donc d'une manière pratique, décliner toutes les normes juridiques, décliner toutes les fiches qui sont mises en place pour que chaque agent, à son niveau donné, puisse savoir quel est le travail qu'il a à faire et chercher à savoir si ces travaux-là sont faits conformément à la norme. Toutes ces initiatives sont encouragées par la haute direction des douanes. À travers la modernisation de son système, la direction générale des douanes voudrait atteindre les objectifs de mobilisation des ressources fixés par le gouvernement. Le personnel de la DED exercera ses missions et ses attributions non seulement dans le respect des exigences légales et réglementaires, mais aussi dans le respect des stipulations normatives. Dans le projet de budget 2019, la contribution des douanes dépasse les 2000 milliards de francs CFA. L'UNICEF et l'Agence française de développement ont fait don de 55 véhicules au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce don est estimé à 900 millions de francs CFA, dont destinés donc aux directions départementales de santé en vue d'améliorer les services. Ami Sissoko. Pour éviter les ruptures de médicaments et assurer le transport de tout matériel et intrants dans les hôpitaux, l'UNICEF offre 50 fourgons au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec le soutien financier du Fonds mondial. L'Agence française de développement AFD a aussi fait don de 5 véhicules de type 4x4. Au total, 55 véhicules destinés à 55 directions départementales de santé, entre autres Toulepleu, Tengrela et Dimbokro. Ce don d'une valeur d'environ 900 millions de francs CFA vise à améliorer la qualité des services de santé. À ce jour, 83 des 86 districts sanitaires ont les capacités logistiques pour assurer une bonne disponibilité des produits médicaux au niveau opérationnel en vue de garantir la continuité des soins de qualité. La mise à disposition de ces moyens de locomotion témoigne de tout l'intérêt que les partenaires portent à l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire. Je me réjouis de cette collaboration qui permet d'orienter les appuis vers les défis que sont le leadership, le management, la gouvernance en matière de distribution et l'accessibilité des médicaments au dernier kilomètre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les bénéficiaires à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la gestion de ce matériel. Lorsque nous avons des structures sanitaires qui sont éloignées, que nous devons nous rendre avec les doubles cabines, parfois c'est difficile parce qu'il faut faire plusieurs allers-retours. Aujourd'hui, avec ces fourgonnettes, nous pouvons, avec un seul tour, servir beaucoup de centres de santé. En septembre dernier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait reçu du Fonds mondial et de la Banque mondiale 7 véhicules de type 4x4 et 8 tricycles. Tous ces dons s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020.
Nous prenons à présent la direction de la ville historique de Grand Bassam qui vient d'abriter le 2e forum international sur la retraite. Les réflexions ont porté sur la couverture vieillesse, instrument de lutte contre la pauvreté. Les participants ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques en matière de couverture vieillesse afin de lutter contre la précarité des personnes du 3e âge. Grâce Kando. Mathurin a servi plusieurs années au CAFOP de Grand Bassam jusqu'en 1994. Depuis 24 ans, cet ancien professeur est à la retraite. Au moment où prenait fin sa carrière, il avait eu du mal à toucher sa pension. À l'époque, il était difficile d'avoir sa première pension. Il fallait attendre minimum 1 à 2 ans avant d'avoir sa première pension. Aujourd'hui, il y a du progrès, ce que nous saluons, parce que les fonctionnaires à la retraite aujourd'hui, après 90 jours maximum, ils ont leur première pension et j'en suis un des grands témoins. Autre acquis, il y a tous les trimestres, avec l'IPS-SEGRAE, une rencontre pour parler de nos problèmes. Et lorsque nous échangeons, il y a des prises en compte. Des avancées enregistrées certes, mais des difficultés demeurent. Lorsque vous avez 60 à 70% de votre revenu brut lorsque vous étiez en service, la vie n'est pas facile à la retraite avec ce que vous recevez. Les revenus ne suffisent plus, les médicaments des maladies métaboliques coûtent cher et c'est tous les jours qu'il faut en avoir. Ces préoccupations ont fait l'objet d'échanges lors du 2e forum international sur la retraite. Les experts recommandent la réalisation de la retraite complémentaire, la mise en place d'un mécanisme de protection pour les travailleurs indépendants, la pérennité et la viabilité du système de retraite. Il s'agit maintenant pour chaque pays et surtout les organismes qui sont chargés de la mise en œuvre de ces recommandations de prendre toutes les dispositions pour que, effectivement, ces recommandations puissent être appliquées. Le forum sur la retraite a enregistré la participation de 250 experts venus de 14 pays d'Afrique. Et justement, la couverture vieillesse et le 2e forum international sur la retraite à Grand Bassam a été évoqué au magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby au journal de 13h. Il avait comme invité Idriss Traoré, directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi et de la protection sociale. Je vous propose un extrait de leur entretien. En termes de pension, il y a 2 choses. Il y a d'abord la régularité de la pension. Oui, il faut d'abord garantir un niveau de pension qui soit payé correctement. Bien sûr. Il y a des années, il y a environ quelques années en Côte d'Ivoire, on était à des pensions payées trimestriellement. Oui, alors que là, actuellement, on a des pensions payées par mois et comme je disais, avant même les fonctionnaires. Donc ça, c'est un élément important. Et pour tout ce qui concerne les augmentations, on a des études actuarielles qui sont régulièrement faites, de sorte que lorsqu'une augmentation est prévue, elle soit annoncée officiellement et elle soit tenue dans le temps, en fait. Donc pour revenir, il y a eu 5%, il y a eu 8%, c'est déjà pas mal. Et comme on l'a dit, au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture générale, les augmentations pourront se faire. La Côte d'Ivoire a su une très bonne lancée. Je disais tantôt qu'on a un régime en cours de sortie, celui d'extension de la couverture sociale au travail du secteur informel, qui, hélas, constitue près de 90% de nos États et qui n'ont quasiment aucune couverture sociale. On a la CMU qui est en train d'être mise en œuvre et rapidement, ce projet-là pourra aussi compléter cette CMU. On a aussi la complémentaire pour les fonctionnaires et agents de l'État et secteur privé qui permettra en tout cas d'ici quelques temps d'avoir des retraités avec une meilleure mine que maintenant, de sorte que la Côte d'Ivoire soit vraiment en marche dans ce domaine-là. Et on arrive à ce fait survenu à Guibérois. Un gang de 3 braqueurs spécialisés dans les agressions à main armée a été interpellé par la police de Guibérois dans le département de Gagnoa. Ils attaquaient des domiciles, des pasteurs, des enseignants et des hôtels. Leur interpellation a suscité un véritable soulagement au sein des populations. Ngana Konaté pour le témoignage. Des populations en pleine exultation suite à l'interpellation d'un gang de 3 braqueurs.
Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs attaques visant les domiciles des pasteurs et des enseignants à Guibéroua. Aux environs de 2h20, j'ai reçu la présence des personnes étrangères de la maison. Et lorsqu'il m'a vu, il a bondi chez moi en m'apportant un coup sur la tête avec le matériel appelé communément arrache-clou. Sur ce, je m'étais écroulé, je m'étais réveillé par la suite et c'est ainsi que nous avons engagé la lutte. C'est à la suite d'une information anonyme exploitée par la police que les braqueurs ont été appréhendés. Leur interpellation a suscité un véritable soulagement au sein des populations. Ça a été vraiment un salut pour nous. Voilà, le fait qu'on arrête ces gens-là, ces terroristes, ces braqueurs-là, ça nous a vraiment fait du bien. Voilà, on arrive à avoir le sommeil maintenant, parce que vraiment, on était vraiment traumatisés. La perquisition des domiciles des malfaiteurs a permis de retrouver des armes factices, des couteaux et des téléphones portables. Les bandits ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Sincèrement dit, moi je suis un voleur. Vol là, c'est mon travail. Vol de nuit, c'est mon travail. Casser porte là, c'est mon travail. Oui, mais il y a d'autres aussi qui viennent mentir ici que pour dire non, comme il est dit en tôle, on va venir mentir sur lui, c'est faux. Moi ici, voleur, il reconnaît très bien, il sort très bien, il fait tout. Nyamke Hervé, commissaire de police de Guibéroua, compte mener ce genre d'opération jusqu'à ce que la ville soit pacifiée. Nous appelons les populations au calme et nous allons toujours continuer de mener nos opérations et à les traquer dans les derniers retranchements. Les 3 braqueurs mis aux arrêts ont été déférés au parquet de Gagnoua pour répondre de leurs actes. Et voilà des exemples à ne pas suivre, dont vous vous souvenez également. Le vendredi 19 octobre dernier, Franck Hachi, enseignant à Bono, a trouvé la mort suite à une agression par 2 individus qui voulaient le déposséder de son téléphone portable. 5 jours après le drame, les éléments de la préfecture de police de Yamoussoukro ont mis la main sur les présumés assassins âgés de 15 et 18 ans. Kader Sogodoro. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Une pensée bien connue qui s'applique dans divers cas de figure où des individus excellent. Ici, cette valeur est négative. Ces 2 individus, âgés respectivement de 15 et 18 ans, mais notent au point, ont été arrêtés à Bono. Ce sont les présumés assassins de Hachi Franck, enseignant de français à Bono. Le 19 octobre dernier, l'enseignant revenait des cours aux environs de 12h30 lorsqu'il a été accosté par ces individus qui voulaient le déposséder de son téléphone portable. Dans son refus de céder son bien, le professeur va recevoir des coups de poignard au ventre et à la poitrine. Hachi Franck va perdre la vie, lui qui était venu à Bono, très loin de son Alépé natale, pour dispenser la connaissance aux élèves de cette localité. Retour sur ce jour difficile et triste avec un des présumés assassins. C'est un vendredi. On s'est associé dans le volet. Donc quand on est arrivé, on a vu le professeur venir. Maintenant on ne savait pas que c'était un professeur. On avait pris, c'est là la dit que du deuxième professeur. C'est à cause de ton portable, on l'a piqué et puis il est mort. Par les bons soins des éléments du commissaire divisionnaire Youssouf Binaté, préfet de police de Yamoussoukro, à la base de cette arrestation, les 2 individus seront déférés à Tomodi où, en attendant la justice de Dieu, celle des hommes s'appliquera à eux. Et on passe à un autre sujet qui devrait plutôt vous inspirer. L'Université internationale de Grand Bassam exporte la culture ivoirienne à New Jersey. C'était à l'occasion du Forum mondial des leaders, une rencontre internationale organisée par l'Université Montclair pour un partage d'expériences académiques et culturelles. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Michel Digré. L'Université de Montclair à New Jersey, plateforme d'échange académique et culturel, le temps de la conférence internationale des leaders. Ce programme est un mécanisme qui a été mis en place pour permettre à plusieurs organisations de se rencontrer, partager leurs idées afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls face aux défis auxquels ils sont confrontés. Ensemble, nous serons des leaders. Au nombre des participants venus de plusieurs pays, une délégation ivoirienne de l'Université internationale de Grand Bassam. Ses représentants apprécient les opportunités offertes par ce forum. Pour nous, Africains, il y a beaucoup d'opportunités pour tisser des relations avec des grandes universités
aux États-Unis et de par le monde. Il y a, pour ceux qui n'ont pas les moyens, des bourses disponibles pour les jeunes de fréquenter ces universités-là, de connaître la culture de ces pays, d'échanger et aussi de véhiculer leur culture. Chant, danse et théâtre, à ce rendez-vous du donner et du recevoir, la culture est bel et bien présente aux côtés des enjeux académiques. Les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam ont exporté un pan de la culture ivoirienne à New Jersey. Mais quel spectacle! C'était formidable. C'était fabuleux. Ouais. Nous avons bien apprécié. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Les danses, les chansons. Oui, oui. Je ne peux pas choisir, tout était bon. La communion est à son summum lorsque la scène se déplace dans une école primaire de la ville. Les jeunes Américains séduits par la musique urbaine ivoirienne. C'était formidable pour les enfants, pour les professeurs, pour nos étudiants aussi. C'était un absolument plaisir d'avoir les étudiants ici, de danser ici. Ces étudiants ne sont pas des étudiants qui ont pour métier la danse ou la musique, mais c'est des étudiants qui font le truc par passion. Et tout ce qui se fait par passion est vraiment agréable à voir. Je me dis que l'objectif a été atteint parce que la Côte d'Ivoire a été généreusement vendue. Mission accomplie donc pour la délégation ivoirienne qui a suscité dans le cœur des participants à ce forum l'envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Voilà, et la culture n'a pas de frontières. On passe maintenant à l'actualité, toujours à l'étranger. Nous allons maintenant passer au 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine dans le monde? Élément de réponse avec Soro Woyontele et Gabriel Zani. Paul Biya est toujours président du Cameroun. Le Conseil constitutionnel a proclamé lundi les résultats de la présidentielle camerounaise du 7 octobre dernier, déclarant le candidat Paul Biya vainqueur avec 71,28% des voix. La Commission européenne a rejeté mardi le projet de budget pour 2019 présenté par le gouvernement italien en raison d'un déficit excessif. C'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. Selon les règles de l'UE, l'Italie dispose maintenant de 3 semaines pour présenter un budget révisé. En Algérie, le député du parti du Front de Libération Nationale, Mouad Boukareb, a été élu mercredi président de l'Assemblée populaire nationale en remplacement de Saïd Bouadja. L'opposition a boycotté la séance, considérant cette élection illégale. Les parlementaires éthiopiens ont désigné jeudi à l'unanimité pour la première fois une femme, Sahle-Work Zinde, présidente du pays après la démission de Mulatu Teshome qui occupait jusqu'à présent ce poste. Sahle-Work Zinde devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution en 1995. Le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Abdou Karim Mekassoua, a été destitué ce vendredi après le dépôt d'une pétition la semaine dernière, l'accusant notamment de détournement de fonds et de favoritisme. Après plusieurs heures de débat dans l'hémicycle, les députés centrafricains ont finalement voté à bulletin secret. Le second tour des élections législatives gabonaises s'est tenu ce samedi. Le Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir a déjà obtenu la majorité absolue dès le premier tour. Les leaders de l'opposition gabonaise espèrent obtenir une 50aine de sièges à l'Assemblée nationale pour faire porter leur voix. 147 millions d'électeurs brésiliens reprennent le chemin des bureaux de vote pour élire leur nouveau président. Les 2 derniers sondages publiés samedi donnent environ 55% des intentions de vote à Jair Bolsonaro du Parti social-libéral. Son adversaire de gauche, Fernando Haddad, du Parti des travailleurs de l'ex-président Lula, accuse un retard de 10 points. Le successeur de Michel Temer pourrait être connu cette nuit.
Il est 20h30, fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.